Avec les JO 2024, la France a découvert ses athlètes paralympiques. Des sportives et sportifs d'exception qui prouvaient que handicap et sport vont très bien ensemble. Je m'appelle Séverine Bayot, j'ai 46 ans et donc je fais partie de l'équipe de France féminine de volley assis. Abel Habert, spinalien, 38 ans, finaliste aux Jeux de Paris 2024 et à ce jour listé sur liste ministérielle en tant que sportif haut niveau en élite. Bouger, c'est bon pour la santé. Épisode 3. Bouger pour mieux vivre avec son handicap. Le sport paralympique est la pointe émergée d'une question bien plus vaste. Ce que peuvent l'activité physique et le sport pour les personnes en situation de handicap. Pour mieux comprendre, nous sommes partis à Nancy, à l'Institut régional de réadaptation. C'est un établissement médico-social de l'UGCAM du Grand Est, un groupe de l'assurance maladie spécialisé dans la rééducation de patients après accident. Allez, tu penses à bien te relever. Voilà. Les pieds d'abord. Tu souffles en même temps. Voilà. Souffle. On descend les jambes vers le sol. Puis on enfonce les jambes pour relever la tête. C'est là que nous avons rencontré Séverine Bayot et Abel Habert, tous deux passés par cet établissement. Pour eux, faire du sport a été une question de survie. Moi, j'ai toujours pratiqué les sports depuis toute petite. J'ai commencé par l'équitation, je faisais du vélo, footing. Encore aujourd'hui, oui, je fais beaucoup de sport, même beaucoup plus qu'avant. Ça fait partie de ma vie, c'est une institution. En fait, le sport m'a suivi moi dès le départ, depuis tout petit, et encore plus après mon accident en 2003, en guise de rééducation personnelle, que ça soit bon pour le côté physique et également mental. Qu'on soit athlète ou non, l'activité physique et le sport jouent un rôle essentiel dans le parcours de reconstruction et l'invention d'une nouvelle vie avec le handicap. C'est à ça que travaille Claire Delpouve. Bonjour, je m'appelle Claire Delpouve, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation et médecin du sport, avec une activité à la fois en centre de rééducation et de réadaptation sur un accompagnement de diverses pathologies, qu'elles soient neurologiques ou locomotrices. Également une activité en médecine du sport et avec la Fédération française handisport, un accompagnement de l'équipe de paranatation, puis de l'ensemble des athlètes sur liste ministérielle. Petite, elle adorait le sport. J'ai fait beaucoup de gymnastique rythmique. Donc, je faisais énormément de courses à pied, de la planche à voile, du volley en camping, du vélo. Je fais beaucoup moins d'activités physiques depuis la naissance de ma fille. C'est le prochain projet de pouvoir reprendre une activité vraiment bien régulière pour moi. Preuve que faire du sport ou pas ne dépend pas seulement du corps qu'on a. Alors moi, j'ai eu un accident de moto en mai 2021. Séverine Bayot. Donc je n'ai pas perdu mon pied tout de suite. Il était très abîmé, mais j'ai choisi de le garder. Et 1 an et demi après, il y a eu l'amputation. Donc l'amputation tibiale pied gauche. Pour moi, c'était obligatoire de pouvoir reprendre une activité physique. C'était la première question qui m'est venue à l'idée. Pas forcément le travail, mais le sport. J'avais besoin. C'était une ressource, une reconstruction en fait. Donc accident 2003. Abel Habert. Scooter contre voiture, j'ai 17 ans, je me retrouve avec une fracture du fémur, fracture ouverte, on essaie de réparer la chose, gangrène, donc on doit couper au bout de 5 jours. Et donc à la suite de ça, donc sous le choc, 17 ans, on n'est pas fini, très en colère, processus de deuil à faire soi-même, entre guillemets, il n'y a pas eu forcément de suivi psychologique ou autre, que ce soit pour moi ou mes proches, mais je tombe très rapidement dans le sport. Donc très réfractaire à un port de prothèse, avoir un corps mécanique sur notre corps en pleine transition d'adolescent, etc. Très 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 compliqué. Ça fait que je me retrouve pendant 1 an et demi en béquille et non appareillé. Il existe plusieurs types de handicap. Le handicap inné, qu'on a dès la naissance, le handicap acquis, qui survient au cours de la vie, suite à une maladie ou un accident par exemple, et enfin le handicap évolutif, qui s'aggrave progressivement. Lorsqu'il est acquis, le handicap représente souvent une rupture très violente dans la vie des personnes. Il faut soudain repenser des pans entiers de son existence, réinventer une façon d'être au monde, comme le raconte Claire Delpouve. C'est une patiente qui me l'a appris au début de ma formation. Et j'ai trouvé cette phrase très juste. On n'accepte pas son handicap, on apprend à vivre avec. Alors,
Certains l'acceptent et l'intègrent parfaitement, mais ce n'est pas réellement l'objectif, effectivement, surtout sur un handicap acquis. Finalement, il y a cette notion de rupture dans l'histoire de vie. Ça va vraiment donner cette difficulté à accepter quelque chose qui peut être vécu comme quelque chose d'injuste, de terrible, de très dur. Il va y avoir une comparaison de la personne avec ce qu'elle était capable de faire avant, et c'est d'autant plus vrai que la personne est plus âgée. Le handicap a longtemps été défini comme une déficience inhérente à la personne. Ne pas pouvoir entendre ou être privé d'un membre, par exemple. Mais aujourd'hui, sous l'effet notamment des mouvements de personnes handicapées, le handicap est pensé sous l'angle d'une interaction entre une personne et son environnement. C'est aussi ce qu'explique Claire Delpouve. Il est important de se souvenir qu'aujourd'hui, le handicap, dans son terme large et noble, 80% est dit du handicap invisible. Déjà, il faut se rappeler qu'on est tous à un moment ou à un autre confrontés à se sentir en situation de handicap, à savoir en situation de restriction, de diminution, dans l'incapacité de faire ce que l'on voudrait. Ça, finalement, tout le monde l'a expérimenté. Et c'est vraiment important à se rappeler cet élément, parce que finalement, dire d'une personne qu'elle est handicapée, c'est une erreur. C'est une conjoncture à un moment entre son état physique, entre ses désirs et l'environnement dans lequel elle évolue. Et donc la médecine physique et de réadaptation en permanence, c'est nous d'arriver à faire concilier ces trois éléments. On est à partir de ce qu'est capable ou non de faire le patient, comment on peut essayer de progresser ou non, quels sont les désirs et les attentes du patient, et dans quel environnement il évolue. L'importance que t'offre le PAM, et tu chercheras bien l'autograndissement en même temps que tu te déplaces, pour avoir un bon engagement au niveau du centre. Dans le processus long et délicat qui consiste à s'adapter à sa vie avec son handicap, à apprendre à vivre avec, l'activité physique et le sport vont jouer un rôle essentiel. Voilà. Ça sert à rien de trop les serrer. Ouais. Voilà. C'est juste un maintien. Ce parcours commence souvent dans les centres de rééducation. Ouais. Ça marche. Ainsi, après son accident, Séverine Bayot est suivie à l'Institut régional de réadaptation, l'IRR, de Nancy. Alors moi, j'étais amputée en février 2023. Fin février, j'étais à l'IRR. Et une fois que l'amputation s'est bien passée et tout, j'étais appareillée. Et en fait, au niveau des kinés et tout, il y a eu... j'ai fait une demande aussi assez inhabituelle, où moi, il me fallait pas 1 heure de libre dans la journée, parce que sinon, ça allait pas être possible. Voilà, donc moi, je oscillais entre la salle des kinés et la salle de sport à faire tout ce que je pouvais. Même si c'était que le haut du corps, je faisais que le haut du corps, mais il me fallait une activité et c'est ce qui permet d'avancer. Enfin, c'est sûr, je suis convaincue. Abel Habert, lui, ne fréquente pas de centre de rééducation. Il s'entraîne en autodidacte, seul chez lui, avec l'aide de vidéos sur Internet. Et en fait, ça a été un ami à moi qui me voyait m'entraîner chez mes parents dans un garage et m'a conseillé. Il était boxeur dans ma ville, à Épinal, grosse ville sportive. Il était boxeur et m'a parlé de boxe. Donc j'ai investi dans un sac de frappe. Je me suis rendu compte qu'il fallait se remettre debout et d'avoir des appuis. De là, je me suis dit qu'il fallait me remettre debout et d'accepter éventuellement l'appareillage, le corps mécanique. Très compliqué, mais avec un objectif, pourquoi pas, de se remettre debout. Les centres de rééducation accueillent des profils très différents. Certaines personnes, comme les athlètes qu'on vient d'entendre, veulent reprendre le sport. D'autres ont besoin de retrouver une autonomie suffisante pour aller à la boulangerie. Pour tous, la reprise d'une activité physique adaptée fait partie intégrante de l'accompagnement, comme un traitement à part entière. Déjà, présenter au patient la place de l'activité physique dans sa prise en charge. C'est pas juste du bien-être, c'est pas juste pour lui faire plaisir, c'est aussi aujourd'hui le traitement qui a fait ses preuves pour éviter toute récidive d'AVC, pour contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, pour, en limitant la sédentarité, on améliore la capacité physique et on améliore l'espérance de vie du patient. On va repasser avec la flûte, on se laisse un peu plus, porté par la flûte, et on essaie de souffler. On fait des jolis bulles, des petites bulles. L'IRR de Nancy suit des patients souffrant de problèmes locomoteurs ou de suites de traumatismes. Dans les parcours de rééducation et de réadaptation, les patients ont accès à des activités physiques diverses, notamment de la balnéothérapie. Voilà, et puis maintenant appuyez sur la barre, écrasez la barre, et vous allez établir. Ah bah vous avez vu, ouais, très bien. Et on appuie sur la barre avant de ne plus avoir de souffle. Voilà. Et on inspire par la bouche. Ouais, bravo, très bien, super. Ça s'est fait tout seul. Et on prend le temps de travailler le souffle et le corps dans l'espace. Et en même temps la charge émotionnelle.
L'activité physique va dépendre des capacités du patient. Même la reprise de la marche peut être décisive selon les pathologies. L'intensité varie selon le degré de récupération du patient, mais l'objectif reste le même. Adapter l'activité au patient et, progressivement, travailler avec lui la capacité à l'effort, la récupération de certains gestes. Ces exercices permettent aussi de travailler des capacités cognitives ou sociales. Le patient, finalement, en étant sur quelque chose où il va être vraiment dans un aspect de réussite, parce qu'on va chercher à adapter complètement la pratique à lui, ses difficultés, il va y avoir aussi un sentiment de réussite, d'aller vers qui va aussi lui faire du bien. Il y a aussi différentes activités qui font qu'ils oublient complètement. Par exemple, lorsqu'on fait de l'équitation, de l'équithérapie, le patient en fauteuil n'est plus en fauteuil à ce moment-là. Quand il est sur sa selle, il est comme vous et moi qui faisons de l'équitation. Et ça aussi, c'est un regard qui peut faire beaucoup de bien aux patients. Et donc, tous ces éléments vont faire qu'ils vont pouvoir gagner en bien-être. Il va y avoir un bien-être immédiat. Et associé en plus à tous les aspects physiques qui vont faire qu'ils vont gagner en autonomie, par exemple sur l'équilibre du tronc, qui feront qu'ils sont plus à l'aise pour pouvoir ouvrir la porte de chez eux, pour pouvoir aller attraper un objet en hauteur, se baisser pour ramasser un objet qui est tombé par terre, font qu'on est toujours dans cette dynamique vertueuse de l'autonomie, qualité de vie. Je me sens mieux, je me sens en capacité de... Réhabiter pleinement son corps, sentir ses capacités et sa puissance, c'est ce qu'Abel Habert retrouve avec la boxe, qu'il pratique alors avec des valides. Et ça m'arrivait de boxer donc en jogging, parce qu'en fait, si la personne voit que t'es amputé, elle a un autre regard. C'est aussi le regard de la société. Donc j'étais très en colère par rapport à ça. À la fin, je fais des choses que même des valides ne font pas. Alors, on va partir sur 10 minutes niveau 3. Et on reste comme ça pour le moment. Pas de douleur quelque part? Là, actuellement, non. Comment vous vous sentez? Bien. Bien? Dans les bras, la posture? Dans le siège? Parfait. On part sur 20 minutes et niveau 1. Moi, je pense qu'il y a vraiment important, c'est dans les centres de rééducation, quels qu'ils soient, il faut vraiment orienter la personne vers une activité physique sans parler compétition ou autre. Il n'y a pas que la compétition qui est importante, mais trouver une activité physique qui conviendrait à la personne, au patient, ce qui peut l'intéresser. Et au début, ça va être dur, oui, mais je pense qu'il y a vraiment un accompagnement à faire autour de ça parce que ça peut vraiment sauver des vies, quoi. Au-delà de l'activité physique, comme la marche, la balnéothérapie ou le fitness adapté, de très nombreux sports peuvent être proposés aux personnes vivant avec un handicap. Ici encore, le maître mot est l'adaptation de la pratique sportive à la situation de la personne, explique Claire Delpouve. Aujourd'hui, en fonction de la déficience motrice que vous avez, de la déficience sensorielle que vous avez, on ne va pas aller chercher les mêmes adaptations. Un patient cardiaque qui a fait un infarctus de myocarde n'aura pas besoin des mêmes adaptations pour pratiquer le sport qu'un patient amputé. Aujourd'hui, de très nombreuses solutions d'appareillage peuvent aussi être proposées. Celles-ci vont des plus simples, comme des semelles orthopédiques ou des orthèses, aux plus techniques, comme des prothèses équipées de microprocesseurs. L'IRR de Nancy est le centre de référence en matière d'appareillage pour le quart nord-est de la France. Il possède même un atelier où les prothèses sont faites sur mesure pour s'adapter au mieux aux besoins des patients. Mais malgré les aides et les appareillages, trouver le sport qui convient reste encore souvent un parcours solitaire. J'ai cherché un peu sur Internet, après une amputation tibiale, qu'est-ce qu'on peut reprendre comme sport, qu'est-ce qui est préconisé ou pas. Enfin, voilà, c'est pas évident, c'est un monde où on débarque, on connaît rien. Et du coup, on m'a conseillé l'aviron, parce qu'il n'y avait pas d'appui, c'est différent. Et donc, j'ai essayé l'aviron, donc ça m'a bien plu. Et puis, j'ai fait une journée sélection para-aviron à Paris, donc ils m'avaient retenue. Donc, j'avais commencé l'aviron. J'étais à l'IRR de Nancy, mais je n'étais pas encore avec la prothèse. Et puis après, je suis sortie deux mois après la prothèse. Donc j'ai participé à un stage de découverte de volley assis au Krebs à Vichy. Et du coup, là, ils m'ont retenue pour faire partie de l'équipe. Et 4 semaines après, ils m'ont emmenée au championnat d'Europe. Donc savoir que j'ai jamais fait de volley, jamais de sport d'équipe. Je faisais toujours des sports individuels. Donc là, je suis partie de -1, quoi. Donc j'ai tout appris. Il a fallu trouver un club, mais voilà, un gros challenge. Pratiquer un sport, c'est aussi travailler ses capacités de cognition sociale et retrouver du lien social. La sortie du centre de rééducation n'est pas toujours simple.
il n'est pas simple de se confronter au regard des autres et à sa nouvelle vie. Fréquenter une association sportive, adaptée ou non, peut alors faciliter le lien social. Voire, comme ça a été le cas pour Abel Habert, devenir un levier d'insertion professionnelle. Et moi, ça a été depuis un bon bout de temps d'avoir le sport en guise de médicament de rééducation et même c'est devenu même vecteur d'insertion professionnelle. À la suite de ça, je me suis investi dans une salle de sport où, au vu de mes capacités, on m'a proposé de commencer à encadrer, donc passer des diplômes dans le domaine. Étant seul, en plus avec une reconnaissance travailleur handicapé, on était très peu à vouloir valider des diplômes dans le sport, d'autant plus dans le sport de combat. Après son expérience en boxe, Abel Habert a été recruté dans l'équipe de para-canoë pour les Jeux paralympiques de 2024, où il arrive en finale. Comme Séverine Bayot, il espère par son parcours montrer que le handicap n'est pas la fin. Au contraire, un handicap peut ouvrir de nouvelles portes. Une fois que tu as eu un traumatisme, accident de la route, tu te trouves amputé, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, ma vie, tu prends une claque, le processus de deuil, colère, tristesse, etc., ainsi de suite. Et ben, si tu regardes une vidéo d'un mec qui se bouge, c'est motivant. Et donc, moi, j'interviens pour dire aux gens, pourquoi pas maintenant, même le handicap, ça peut te permettre d'avoir des portes ouvertes dans des choses, dans des disciplines, etc., ou avec un projet sur du plus long terme. Je suis intervenue beaucoup auprès des écoles, mais maternelles, primaires, collèges, lycées, même au niveau université. Donc beaucoup d'ateliers et découvertes de vol à assis, du sport, pour faire découvrir ce sport-là. Et aussi parler sport, handicap, reprendre une vie. C'est pour ça que moi j'essaie aussi chez les petits ou à l'école des plus jeunes âges, déjà d'aborder une vision du handicap que ça devienne entre guillemets normal, que ce soit pas des bêtes curieuses et que même si moi il me manque un bout, mais en fait je peux faire la même chose que toi et peut-être même plus. Dans l'épisode suivant, on reviendra en studio pour explorer les bénéfices de l'activité physique et du sport pour la santé des femmes. Et pour en parler, on entendra le professeur Mounier Veillé, cardiologue engagé pour la santé des femmes et pionnière de cardio-gynécologie, ainsi que Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins de l'assurance maladie. À suivre.